Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Brigitte Soudry, médecin MPR. Je suis directrice médicale du DMU Maran Europe. DMU, ce sont les nouvelles appellations qui ont remplacé les pôles, ces départements médicaux universitaires. Et je suis responsable du site constitutif Huntington à l'hôpital Marin. Je suis ici accompagnée d'une petite délégation de mes proches collaborateurs de l'équipe de rééducation. Ander Ayon, nos deux kinés espagnols, levez la main. Ander Ayon, kinésithérapeute. Corentin, qui est enseignant en activité physique adaptée. Annie Deltey, qui est la cadre de rééducation. Et le docteur Bendaya, qui est le praticien hospitalier MPR, chef du service de rééducation de l'hôpital. Alors, pourquoi ça nous tient à cœur d'être là? Parce que vous avez vu, on a mis toutes nos étiquettes. Brain Team, évidemment, centre de référence, mais aussi déficience, parce que Maran Europe, c'est maladie rare neurologique et polyhandicap. Donc, à ce titre-là, on a un petit pseudopode dans déficience. On est dans FILSLAN, puisqu'on prend aussi beaucoup de patients SLA. Et on fait partie de FILNEMUS, puisqu'on est centre de compétences neuromusculaires. Alors, tout ça, ça repose sur une équipe. Il n'y a pas que Brigitte Soudry, bien sûr. Donc, c'est parti. Excusez-moi. Donc, je vais vous présenter un retour sur 15 ans de prise en charge pluridisciplinaire et sur l'évolution de notre offre de soins pour les patients atteints de maladies rares neurologiques qui nous sont adressés par nos correspondants depuis 18 ans, soit en amont déjà de la création de la filière Brain Team. On avait déjà commencé avant et c'est ce que j'ai expliqué à Sophie Lapointe tout à l'heure, puisque voilà, moi c'est un peu ma vie, mon œuvre aussi, les maladies rares. Je ne vais pas reprendre le détail des prises en charge que nous avions présentées à Mondor en 2011 puis en 2015, parce qu'on a déjà présenté tous les fondamentaux de la rééducation, la déglutition, tout ça, toutes les installations. Là, on va sur quelque chose de plus général, mais je vais me centrer sur les nouveautés. Donc, pour mémoire, nous avions été labellisés CRMR dès 2004 avec le GMNH, c'est-à-dire maladie neuromusculaire, Garches, Mondor, Necker-Hendaye. Et puis, dans le plan de mon intervention, je vais donc rapidement vous dresser l'historique de l'évolution de notre service, qui a été renommé Pôle puis DMU, les évolutions dans nos modes de prise en charge en rééducation, le rôle de chacun et l'importance de tous, la prise en compte des recommandations des neurologues et des neurogénéticiens, nos premiers pas dans la recherche clinique, et puis les nouveautés en lien avec l'expertise du docteur Bendaya, qui a rejoint l'équipe il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, notre DMU est situé en front de mer et bénéficie d'une vue et d'un environnement exceptionnel. Des aménagements PMR de grande ampleur permettent une circulation aisée dans l'enceinte de l'hôpital. Le plateau technique de rééducation est installé là où il y a le petit cœur jaune, face à la mer, et ça c'est depuis un peu plus d'1 an. Donc, le plateau technique de rééducation est bien installé. Il regroupe les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciennes. Alors, nous y sommes à l'étroit aujourd'hui et nous avons sollicité la PHP et pourquoi pas la filière Brain Team pour le financement de travaux d'aménagement et d'agrandissement de notre plateau technique. Donc là, sur la photo, vous voyez une partie de l'équipe et puis notre salle, voilà, telle qu'elle est actuellement. Donc, en décembre 2007, donc ça fait 15 ans, ça tombait bien, vous m'avez demandé de faire la rétrospective des 15 ans, et ça tombait pile poil avec décembre 2007, sous l'impulsion des associations AFAF, CSC, ASL et de la mission handicap de la PHP, alors dirigée par Philippe de Normandie, nous avons signé une charte de collaboration. Donc là, c'était service de Brigitte Soudry avec tous ces gens-là. Charte de collaboration qui formalisait des objectifs à mettre en œuvre lors de ces jours de répit et réadaptation. Cette charte a été l'acte fondateur de la réflexion pour la prise en soin spécifique de ces patients et l'engagement d'un suivi à moyen terme. Donc vous voyez sur la photo, la photo de gauche, il y a le docteur Juliette Diezert, qui est la présidente de la FAF, et puis il y a les vieux messieurs, monsieur Boeuf, l'autre monsieur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, et puis Perrine Charles, Nadège Renaud, enfin tous les gens de cette époque-là, Marianne Kergouli. Et ça fait rigoler Alexandra. Ouais, parce qu'ils sont toujours là, les très très vieux. Et 2 ans après, on a fait la même chose avec l'équipe du professeur Bachou-Lévy et Huntington.
Alors voici ce que préconisait la charte pour les patients Friedreich. Donc Juliette, elle avait vraiment les idées déjà bien construites et ça reposait sur vraiment une expérience personnelle. Donc elle attendait de nous de faire le point sur les besoins des malades, sur tous les plans, médical, paramédical, social, psychologique, établir un projet individuel de soins, privilégier le travail sur l'autonomie et bien sûr offrir un séjour de répit à la personne et à sa famille. Donc ces messages-là, on les a vraiment transmis à l'équipe de rééducation qui est là, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes, ils sont plus jeunes ceux qui sont là, mais ils ont bénéficié du coaching des anciens. Et Annie Delteil, elle est avec moi depuis 20 ans, donc elle a fait partie de cette équipe qui a mis en place tout ça. Et on s'est depuis lors vraiment activé pour mettre en œuvre toutes les recommandations, tous les souhaits des associations. Alors, donc, dans notre service Ribado, 15 ans plus tard, les patients ataxiques nous sollicitent l'été, mais aussi hors saison, avec des objectifs différenciés selon les âges et le degré d'évolution. Voilà. Serge est là, il fait partie des anciens qui connaissent bien le service et lui, il vient hors saison. Et vous voyez, à côté de lui, là, il est en train de converser avec une patientesse là, ça c'était dimanche matin. Ils étaient en train de parler. Elle est avec son Toby parce que voilà, c'est une forme bulbaire. Et je ne sais pas ce qu'ils se racontaient, mais ils avaient le sourire tous les deux. Puis on a un peu blagoté. Et puis les jeunes ataxiques qui viennent l'été. Donc là, sur la pirogue, c'est que des ataxiques. Hein, j'ai mis ça pour faire plaisir à Claire. Donc, plus récemment, l'équipe de neurogénétique de la Pitié-Salpêtrière, donc Dr Evensic qui va nous rejoindre tout à l'heure, nous a sollicité pour l'élaboration d'un livret de recommandations thérapeutiques à réaliser après le séjour et à participer au PNDS. Alors Claire, qui m'a beaucoup stimulée pour être là aujourd'hui, et elle ne sera pas là, elle s'excuse, mais elle va nous rejoindre. Donc, pour information, donc l'été 2021, l'été dernier, nous avons accueilli 23 patients ataxiques et ou syndrome cérébelleux. Et vous voyez, l'été, la vie est quand même belle pour les patients. Pour les médecins, c'est un peu plus dur. Donc moi, je n'ai pas fait mon codage, je ne suis pas à jour de mon codage. Mais par contre, les patients ont passé un très bon été, ce qui est quand même le plus important. Voilà. Donc, les courbes, mais on a eu assez de choses difficiles ce matin. Je ne vais pas aujourd'hui m'attarder sur les courbes, juste pour montrer qu'à partir du moment où on a signé la charte en 2007, mission accomplie, Madame Lapointe, tous les ans on a pris des malades, et de plus en plus, et oserais-je dire de plus en plus lourds, pour certains, puisque l'évolution faisant, au bout de 15 ans, ceux qui n'étaient pas à un stade pas trop lourd au début, 15 ans après, ils continuent à venir pour certains et ils sont plus lourds. Donc, en 2009, le professeur Bachou-Lévy et le docteur Youssef nous ont demandé de signer une charte de partenariat. Donc les termes sont un petit peu différents de Friedreich, ils étaient très précis aussi, visant à définir les objectifs et encadrer les séjours temporaires de réadaptation pour patients Huntington. Donc là, je fais vite. La courbe, c'est pareil. À partir du moment où on signe, tout s'accélère. Et devant la demande croissante de séjours de réadaptation, nous nous sommes rapidement organisés en interne dans le service pour mettre à disposition une unité d'hospitalisation dédiée aux patients Huntington de 10 lits, secteur rouge à Ribado. Et malgré cette sectorisation, on a encore été victime, on va dire, de notre succès, puisque non seulement les patients souhaitaient revenir, mais les neurologues nous en adressaient de plus en plus. Et donc, on a dû s'étaler sur un bâtiment à côté et ouvrir d'autres lits. Tout ça nous a amené à demander à l'assistance publique de l'aide pour un financement, pour humaniser un vieux service qui se trouvait à côté, le refaire entièrement. Et nous avons donc été soutenus. Et c'est comme ça qu'en 2015, nous avons obtenu le financement. Et les travaux ont démarré en juin 2019 et la première tranche a été livrée en février 2021. Alors, vous voyez qu'on passe notre temps dans les travaux, Madame Lapointe, hein, mais ça valait la peine quand même, puisque là, vous voyez un peu l'outil dont on dispose. Ça, c'est le service Huntington, Bertin, avec des grandes chambres accessibles, avec une salle de bain individuelle, un WC individuel, tout ce qui peut favoriser justement l'entretien de l'autonomie, avec un salon où on accueille les familles et les personnes. Et chaque chambre a donc vue sur un jardin ou sur la mer. Des évolutions dans nos modes de prise en charge sont désormais à notre portée, parce que nous avons, on va dire, le service qui va bien.
la première tranche des 12 lits a été inaugurée par le directeur général Martin Hirsch et le DG de l'ARS Nouvelle-Aquitaine en février 2021. Le nouveau service a reçu de nombreux compliments de toutes ces autorités, sincères et admiratifs, autour d'une équipe très motivée que je vous détaille, puisque quand même, là aussi, on prépare un peu ma succession. Madame Lapointe, vous avez insisté ce matin, après 65 ans, faut penser à dégager. Donc, on y a pensé. Donc, autour du docteur Marine Jenkins, il y a toute une équipe en train de se constituer avec une assistante sociale, Alicia, un cadre de santé qui est jeune lui aussi, la cadre âgée est partie, maintenant c'est monsieur Olatz, Pétiane Olatz. On a une assistante sociale qui est jeune, tout le monde est jeune, voilà. Une éducatrice qui est jeune. Il y a que l'orthophoniste qui est très vieille, mais c'est tout ce qu'on a trouvé. C'est celle qui est bon. Donc, et donc, Monsieur Hirsch était très content de ces investissements qui ont été à la hauteur de nos demandes. Il est reparti avec le petit livre Huntington et alors il l'a lu dans le train. Il m'a tout de suite appelé en rentrant en me disant mais ce livre est fantastique. Donc je voulais remercier tous les gens qui ont écrit ce livre parce que voilà, les retours du DG sont très très bons. Et alors, chose nouvelle, les nouveautés, depuis 1 an, nous avons un neurologue qui vient 1 jour par semaine. En fait, ils sont 2 qui viennent de l'hôpital de Bayonne. Ce sont des anciens Parisiens qui sont très intéressés par Huntington. Donc le jeudi, c'est le journée de la neurologie. Le docteur Jenkins a commencé les consultations en visio de préadmission. À chaque fois que les gens, bon c'est possible, il faut que les personnes soient équipées évidemment, mais ça aussi, ça contribue aux nouveautés et à faciliter l'organisation de la préadmission. Alors, le bémol, c'est que pendant tous ces travaux, on a un peu diminué notre nombre de lits. Donc, on a une centaine de dossiers là, qui attendent pour être placés d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas comment on va faire. On va peut-être obligé de rouvrir des lits dans un autre service pour l'été parce que M. Santoro, qui est le coordonnateur, il se fait houspiller par les neurologues parce que voilà, on a 12 lits alors qu'on en avait 25 avant. Mais la livraison de la deuxième tranche est prévue pour la fin de l'année 2022. Donc, on retrouvera un service avec un nombre de lits suffisant pour finalement faire face à la fois aux demandes des patients qui sont en début de maladie et puis les formes plus évoluées qu'on a un tout petit peu mis en stand-by en ce moment. Alors, le nouveau Bertin, vous voyez la salle à manger, l'espace de vie collective qui est beau, qui est neuf. Et puis, surtout, une équipe chaleureuse, une équipe soignante chaleureuse qui ne manque pas d'imagination pour rendre les séjours des patients profitables, malgré les soucis que les patients apportent avec eux, parce qu'il n'y a aucun séjour qui est, entre guillemets, facile. À chaque fois, il y a un séjour, une galère. Alors, je vous montre vite fait si ça marche. Voilà. Ça, c'est une aide-soignante qui fait danser une petite dame. Et voilà. C'est en attendant le repas du soir, voilà, au moment de l'apéro, on danse. Ou alors, si on ne danse pas, on chante. Et là. Et ça, je vous mets au défi. Tous les jours, il y a quelqu'un qui chante. Donc ça, c'est vraiment une richesse d'équipe que je voulais absolument souligner. Alors, avant d'aborder la rééducation à proprement parler, je tiens à souligner, bon, je l'ai déjà fait, le rôle de l'équipe soignante, infirmiers, aides-soignants, qui travaillent en partenariat avec les intervenants spécialisés, socio-éducatifs, APA, rééducateurs, afin que le séjour soit riche en activités sportives et en activités de réadaptation sociale, c'est-à-dire avec des soins culturels et des animations diverses. Alors là, les exemples, c'est le pique-nique, la pétanque, ou la visite du château d'Abadia ou d'un autre musée. Les soins culturels, ça fait partie de notre programme et on appelle ça la réadaptation sociale. C'est un mot un peu chic, mais c'est tout à fait apprécié par les malades et par leurs familles. Alors maintenant, on attaque la rééducation, les nouveautés 2020-2022. L'atelier Finger Food. Alors il paraît que ça existait en gériatrie depuis longtemps, mais chez nous, ça n'existait pas. Donc on l'a mis en place. Et là, c'est animé par une diététicienne, Antonella. Ce n'est pas la dame qu'on voit sur la photo, mais auquel participent les soignants, c'est le jeudi après-midi. Donc on fabrique des tapas, des brochettes, des boulettes, et on les déguste ensuite à l'apéro.
Et vous voyez un peu, alors là, je ne leur ai pas demandé de poser, j'ai juste saisi des visages et la joie qui en dégage. Et là, c'est Annie Delteil, ma cadre de rééducation qui est là, qui supervise l'épluchage d'un concombre. C'est-à-dire qu'on utilise les ustensiles de l'hôpital, qui ne sont pas des super ustensiles, hein, bien souvent, même les couteaux ne coupent pas très bien et tout, mais c'est pas grave. L'émotion est à son comble. Et puis, les gestes du quotidien sont repris, des gestes qu'on n'a pas fait depuis longtemps, comme éplucher, découper. Et tout ça, bah, ça contribue à remettre le cerveau en marche. Alors les nouveautés en termes de kinésithérapie, c'est que du fait du déménagement des kinés dans la nouvelle salle, on bénéficie de salles supplémentaires. On a l'ancienne salle qui est la salle bleue et la salle de sport. Donc les séances de rééducation à l'intérieur sont réservées aux jours de pluie et ou aux jours de grand froid. Et tous nos patients maladies rares, Huntington et tous les autres, hein, ont énormément souffert pendant le confinement, ça, ils nous l'ont tous dit. Et donc on essaie de privilégier le travail en extérieur, car notre environnement le permet. Et les séances collectives aussi sont privilégiées à chaque fois que c'est possible. Alors, les séances individuelles, bien sûr, on en fait, donc c'est dans la nouvelle salle de kiné, comme là, vous pouvez voir. Donc là, on a... Avec les pieds par terre. 3, 4, 5. Voilà. Alors, en fait... La balle. Donc, en fait, l'environnement est bruyant, vous voyez, parce qu'on entend tout le monde, on entend les autres kinés qui donnent les consignes à leurs autres malades. C'est pas vraiment propice à la concentration, mais bon, là, c'est quand même pas mal du tout. Et là, la patiente, en fait, elle arrivait à écouter sa consigne. Mais nous attendons la restructuration du plateau technique, où nous avons prévu des pièces pour le travail, les prises en charge individuelles, un petit peu plus au calme que dans le grand groupe. Alors, il y a des patients que ça ne gêne pas qu'il y ait du bruit autour. Par exemple, il y en a même qui apprécient, on va dire. Donc ça, c'est le travail pour les patients ataxiques, avec Ander. Voilà. Vous voyez, on a une belle salle de kiné quand même, hein, c'est pas mal du tout. Alors, la prise en compte des neurologues, c'était quoi? C'était qu'il fallait que les malades voient du bleu et du vert, que c'était bon pour le cerveau de voir du bleu et du vert. Donc, nous avons mis en application, et là vous voyez Annie avec un groupe qui fait la gym dehors, c'est Mano qui fait le travail de l'équilibre dehors, et puis tout ça, ça se termine par un petit jogging dans le sable. Vous voyez? Bon. Ça, c'est des nouveautés. En fait, ça, c'est nos évolutions, parce que vraiment privilégier le travail à l'extérieur, ça a été quand même une évolution progressive. Les kinés étaient habitués à travailler, enfin les anciens, dans leur petite salle de kiné, tout ça. Et maintenant, on s'étend, on utilise l'environnement, et ça nous paraît beaucoup plus approprié pour les patients des maladies rares, y compris ceux qui sont en fauteuil roulant, fauteuil électrique. Tout le monde va dehors. Vous n'allez pas me contredire, Monsieur Borne, hein? Voilà. Donc, nos premiers pas vers la recherche clinique, ça s'est fait progressivement et du fait de l'évolution et de l'apparition justement des jeunes. C'est-à-dire que nous avons conduit un projet de recherche clinique de mai à octobre 2021. Ce projet, baptisé MH-REHAB Interactive, a été validé par la Direction de la recherche clinique et de l'innovation, la DRCI. Nous avons inclus 32 patients MH, adressés par nos correspondants du centre coordonnateur et des centres de compétences. Alors, nous avons émis l'hypothèse, nous avons ciblé des personnes dans la phase intermédiaire de la maladie, c'est-à-dire des personnes qui marchaient encore pas mal, ou des personnes jeunes. Nous avons émis l'hypothèse que l'inclusion d'un programme d'activité physique adapté lors d'un séjour de rééducation permettra, voire le maintien, voire l'amélioration de certaines capacités motrices, cognitives, psychocomportementales, dans le groupe APA, comparativement au groupe contrôle. Donc nous avons planifié pour ce projet de recherche un panel d'activités diverses, plus ou moins intenses de rééducation et de réadaptation sociale. Et nous avons donc fait cette étude l'été dernier. Nous sommes en train de rédiger les conclusions de l'étude. Ce n'est pas encore tout à fait finalisé, je vous les présenterai une autre fois. Et là, pendant 5 minutes, je vais vous montrer le petit film de 5 minutes qu'on avait montré à Paris pour la journée nationale, qui retraçait
les activités de MH Rehab.
Alors voilà, pour vous donner un aperçu des nouveautés, alors c'était l'été 2021, mais notre ambition c'est que ça soit pérenne, que toutes ces activités-là, on puisse les poursuivre année après année, voire même hors saison, puisque nous, il fait beau quand même jusqu'à Noël. On n'a pas le même climat qu'à Paris, et au printemps aussi. Donc, c'est pour ça que je suis venue avec ma petite bande de jeunes, là, parce que c'est sur eux que ça repose aussi, beaucoup, tout ça. Il faut préparer, avant d'aller marcher à Abadia, il faut avoir travaillé la marche, il faut avoir évalué les capacités de marche, il faut avoir fait les tests de marche. Donc dans cette étude, tous les kinés, les ergothérapeutes qui ont fait les tests cognitifs, la psychologue, tout le monde a contribué pour la batterie de tests. On s'y est tous mis, ça a été un peu astreignant, mais en même temps, ça a fédéré l'équipe autour de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'état physique des patients et bien sûr leur état mental, parce que pour beaucoup, l'état mental à l'issue du mois d'entraînement intensif avec 5 séances d'APA par semaine, ils allaient très bien, enfin ils allaient beaucoup. On en a un qui a planté en route et encore à moitié. En gros, ils ont bien suivi, mais les résultats définitifs, je les ai pas, donc je ne vais pas les dévoiler, mais je sais que c'est très très encourageant. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous en reparler. Et maintenant, je vais laisser la place donc, au docteur Bendaya, qui est médecin de rééducation fonctionnelle, et qui va vous parler de ses nouveautés à lui. Alors, je vous invite... Ah oui, je n'ai pas suffisamment signalé le livret de sortie et les recettes de cuisine d'Antonella pour les tapas. Et on en a amené quelques exemplaires. Ce qu'on a pu faire depuis que je suis là, donc là, Brigitte vous a présenté la prise en charge globale et collective. Moi, je me suis plus focalisé sur le travail individuel qui part sur des évaluations précises, qui nécessitent des évaluations orthopédiques, neuro-orthopédiques, fonctionnelles, basées sur des chiffres, des évaluations instrumentales, validées pour chiffrer les progrès. Et les patients nous disent souvent qu'ils sont mieux, qu'ils sont améliorés, mais c'est bien de l'authentifier par des chiffres. Et ça nous permet également de publier, ça nous laisse une base de données de travail qui nous permet de publier dans la littérature. Pour avancer, c'est là. Voilà. Donc, chaque patient qui arrive à l'hôpital Marat est évalué de façon neuro-orthopédique, de façon très très complète. On le voit avec le kiné ou l'ergo et le médecin MPR pour évaluer toutes les capacités motrices, la commande fonctionnelle, la commande parasite, la spasticité, les troubles proprioceptifs. On les évalue de façon très précise sur les différentes sensibilités, palesthésiques, kinesthésiques, l'évaluation cérébelleuse, les bilans articulaires. Il faut savoir qu'une raideur va entraver une fonction et nous combattons toutes les raideurs par des mobilisations spécifiques sur les secteurs raides et la verticalisation qui permet de corriger en chaque point les différentes rétractions. Les meilleurs étirements et les meilleures mobilisations sont faites par la verticalisation. Alors malheureusement, comme vous le savez, on a souffert ces dernières années de manque de prise en charge rééducative en ville. À cause du Covid, on découvre des patients qui n'ont pas eu de rééducation pendant 6 mois. C'est quand même catastrophique, c'est une dégradation rapide. Et donc on essaie de rattraper un peu le temps perdu. Ce n'est guère facile. Donc on essaie d'évaluer également les atteintes neurovégétatives qui accompagnent certaines pathologies, notamment les ataxies de Friedreich ou les maladies de Huntington. Et donc les patients qui ont des troubles urinaires, on les aborde de façon un peu digne et intime et on essaie d'évaluer par des calendriers et des bilans urodynamiques qu'on fait désormais à Rothschild pour améliorer le confort de vie, la gêne sociale et les répercussions uronéphrologiques. Il faut savoir que dans les ataxies de Friedreich, par exemple, il peut y avoir des répercussions uronéphrologiques graves. Dans les maladies de Huntington, je présenterai une petite étude à la fin qui montre comment les patients ils ont un profil particulier. Quand on regarde la littérature, il y a très peu de données de littérature sur les bilans urodynamiques et troubles urinaires dans le cas des maladies de Huntington. Il y a malheureusement, j'ai pu refaire une revue PubMed. Il y a 3 articles sur 15 ans et les articles ne sont pas d'excellente qualité. Et puis les troubles déglutition, donc parfois on fait un score de Rouen pour voir s'il faut faire une rééducation particulière avec l'aide de la psychomote et de l'orthophoniste. Un bilan fonctionnel est indispensable pour voir ce dont est capable le patient. On travaille par objectif. On demande au patient qu'est-ce qu'il attend de son séjour et on voit si la demande est compatible avec le statut fonctionnel.
Donc les patients qui sont encore en mesure de faire les transferts, on travaille les transferts. Fauteuil lit, lit-fauteuil, fauteuil WC, etc., salle d'eau. Les patients marchants, on essaie de maintenir le statut de la marche. Et ceux qui sont en fauteuil roulant, on essaie d'étudier l'assise, voir s'ils sont bien installés, s'il y a des aménagements, des adaptations, des réparations à faire sur le fauteuil roulant, l'adaptation de la domotique pour les patients très lourdement handicapés. C'est fait avec les ergots. Également, on fait un point social pour voir si les patients, dans la mesure où la pathologie a évolué, est-ce qu'il y a besoin de renforcer les aides humaines pour leur permettre de rester au domicile dans des conditions de sécurité. Alors, toute cette équipe-là, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, c'est un travail d'équipe qui est coordonné par le médecin, mais tous interviennent pour le patient, dans l'intérêt du patient. Et vraiment, il n'y a pas de différence d'importance de travail qui est fait par ces professionnels. Alors, l'évaluation motrice, on fait donc le MRC et puis pour les pathologies neuromusculaires, le MFM. La kinésithérapie va viser à renforcer, entretenir les secteurs fonctionnels encore, développer les compensations. Mais pour cela, il ne faut pas qu'il y ait des rétractions et des raideurs musculaires. Traiter la spasticité qui est souvent présente dans certaines pathologies, comme les ataxies de Friedreich ou les paraplégies centrales de Lorrain. Et dans ce cas, si les traitements médicamenteux ne sont pas efficaces, ou on arrive aux effets secondaires qui sont plus importants que ce qu'on attend sur le plan thérapeutique, on peut faire des injections de toxines botuliques de façon focale. Vous verrez que certains patients sont franchement améliorés, contrairement à des idées reçues. On disait souvent les patients qui ont une pathologie évolutive et qui ont une spasticité, il ne faut pas les toxiner, on risque d'aggraver la marche. Ce n'est pas vrai. Si l'indication est bien posée, parfois on est amené à faire des blocs anesthésiques à la marquéine ou à la xylocaïne avant de faire la toxine pour voir s'il y a un effet secondaire délétère pour la marche. Si ce n'est pas le cas, on les toxine volontiers. Les rétractions donc, bénéficient d'étirements, d'appareillage, posture, qu'on fait sur place ou on fait appel à un appareilleur extérieur pour améliorer la mobilisation. La spasticité, c'est quelque chose qui gêne beaucoup la rééducation et la qualité de vie des patients. Elle s'accompagne de douleurs, de rétraction, de limitation de mobilité. Donc, bon, je ne reviens pas sur la définition. C'est une exagération du réflexe d'étirement vitesse dépendante par diminution d'inhibition présynaptique des fibres 1A. Je n'ai pas de pointeur. Et donc, on peut opposer deux types de spasticité. La spasticité utile, c'est-à-dire celle qui permet de s'en servir pour s'appuyer quand il n'y a pas de commande volontaire, ou pour saisir un objet avec un enroulement d'un poignet qui permet de commander un fauteuil ou de saisir un objet en prise globale. Et la spasticité nuisible, celle qui entrave le mouvement, qui est douloureuse, comme par exemple pour des indications trophiques, une rétraction, une tendance à la rétraction. La rétraction n'est pas accessible, bien sûr, à la toxine, mais une spasticité qui commence à se rétracter, entraîner des rétractions, on peut faire des injections pour assouplir. Vous verrez quelques troubles trophiques qu'on peut observer pour faciliter la toilette, l'habillage, l'hygiène, l'installation au fauteuil. Donc il n'y a aucun risque à faire de la toxine chez des patients qui n'ont pas d'usage fonctionnel au niveau des membres supérieurs ou inférieurs. La spasticité utile, une raideur en extension des membres inférieurs, il ne faut pas toxiner parce que les patients s'en servent pour avoir un appui solide et pouvoir faire les transferts ou certaines marches. On peut évaluer de façon instrumentale par l'EMG, l'analyse quantifiée de la marche, et puis dans les cas douteux, on fait des blocs moteurs pour voir si le bloc entraîne un affaiblissement, auquel cas on ne fait pas de toxine. En revanche, si le bloc n'entraîne pas d'affaiblissement et au contraire une amélioration de la marche ou d'utilisation du membre supérieur, dans ces conditions, on fait volontiers la toxine botulique. Vous passez. Alors, pourquoi c'est bloqué? Voilà. Alors, donc, vous allez avoir quelques exemples de spasticité néfaste, comme une griffe du poignet ou de la main. Vous voyez là, une griffe, une main botte radiale à droite. Des troubles trophiques sur une spasticité sur l'enflexeur du pouce, une hypertonie des adducteurs qui entraîne un adductome qui gêne l'installation au fauteuil, et puis les injections sont faites soit sur repérage échographique, soit par détection pour les grands muscles, soit par électrostimulation à 0,5 mA. Quand on arrive à avoir une bonne réponse sélective, on sait qu'on n'est pas loin du point moteur et on peut espérer un bon résultat. Là, vous voyez par exemple dans les dystonies, dystonie cervicale, on injecte volontiers le splenus capitis qui permet d'améliorer, limiter la rotation homolatérale de la tête et permettre une installation confortable dans un fauteuil roulant. Là, vous avez une griffe au niveau des doigts.
Donc on va injecter le flexeur profond. Là, à gauche, c'est le rang pronateur qui entraîne une hyperpronation qui gêne l'ouverture du poignet et de la main. Et vous verrez, au-dessus à droite, on a une hypertonie des rotateurs internes de hanche. Le pied tourne en dedans. Ça entraîne des accrochages à la marche et des chutes. Le patient se fait tout seul des croche-pieds. Dans ce cas, on fait une injection du petit fessier et faisceau antérieur du moyen fessier sous électrostimulation. Et on arrive à remettre dans l'axe le moyen inférieur. Donc la toxine a des indications. Elle permet de limiter les traitements per-os qui a des effets secondaires. Elle permet parfois de traiter certaines douleurs et surtout d'améliorer la fonction. Donc en rééducation, c'est une technique et un traitement qui est beaucoup utilisé chez les patients spastiques. Là, à droite, on a un bloc moteur sur le nerf solaire. Donc, on va repérer l'artère poplitée. On fait 1 cm à l'extérieur pour repérer. On a une réponse, on stimule sur le nerf et on injecte de la marcaïne. On peut avoir une réponse qui nous permet de savoir si la toxine va être efficace ou pas. Voilà, les gros muscles, on les injecte en détection. La stimulation peut parfois être douloureuse. Donc, on la fait sous Méopa, sous Calinox, pour que les patients ne sentent pas la douleur. Et franchement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Hein. J'ai plaisir à avoir quelques patients ici qui ont bénéficié des soins et ils peuvent en témoigner. Alors, le bilan respiratoire, dans les maladies neurologiques, malheureusement, il y a toujours un syndrome restrictif. Donc, ils sont évalués sur le plan gazométrique. Une spirométrie, on fait une capno, les VNI sont administrés pour certains patients. Les EFR sont faites à l'extérieur et pour l'aide inspiratoire, on fait de l'alpha 300 ou du COF6 pour l'aide inspiratoire expiratoire, parfois de l'oxygénothérapie, surtout la rééducation pour renforcer les muscles respiratoires, les muscles importants et les accessoires respiratoires. Les comptocormies, les positions où les patients sont en syphose thoracolombaire et cervicale, posent un problème d'installation, de maintenir l'horizontalité du regard pour explorer les champs visuels. Dans ce cas, on peut... Dans certains cas, là, il s'agit d'un antécolis à droite. À gauche, on met une ceinture, on a confectionné de façon artisanale une ceinture thoracolombaire et sur laquelle on met un appui sterno-mentonnier pour relever la tête et permettre à la personne d'utiliser son fauteuil sans risque de collision. Voilà, vous avez ici une syphose globale. Donc là, on fait une assise modulaire avec des caltrans pour améliorer la douleur thoracolombaire, dorsale et lombaire, l'horizontalité du regard et tout simplement le confort d'installation. Dans les ataxies cérébelleuses, pour les rééducateurs, les ataxies cérébelleuses, c'est la partie la plus difficile. Elles ne sont pas éligibles et accessibles à un traitement efficace en général. Ce qu'on apprend, on leur demande de freiner le mouvement, de travailler à vitesse lente. On travaille la coordination et l'équilibre. Vous verrez qu'on laisse les patients pour freiner le mouvement. Et vous verrez qu'à travers 2 films qu'on va vous passer, que le freinage améliore considérablement l'équilibre à la marche. On a mis en place, ça existe dans certains centres, les déambulateurs à appui antébrachial. C'est-à-dire les patients, ils ont un cadre contenant qui permet de stabiliser les appuis. Ils peuvent se retourner plus facilement sans embarder, sans emporter avec eux le déambulateur à appui palmaire. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Le travail d'ENEM, on reprend un peu les bases de la rééducation sur le développement psychomoteur et on fait travailler les retournements au sol, la position chevalier servant, genou dressé, pour améliorer l'équilibre et ça permet d'améliorer la coordination et l'équilibre en position debout. Enfin, les cérébelleux, comme vous le savez, sont hypotoniques, donc il faut les renforcer. Ce qui manque, c'est l'isocinétisme, parce qu'on va recruter une série de muscles synergiques qui vont compenser les muscles déficitaires et ça permettrait d'améliorer la force au niveau du tronc. Et puis le lestage, on voit une grande différence entre avec et sans lestage. La personne marche quasi normalement et quand il marche sans lestage, il a des mouvements saccadés, des embardés, des risques de chute. Et je pense que ça vaut le coup de montrer ces 2 vidéos qui sont rapides. Bon. Ce qu'on espère apporter pour l'évaluation instrumentale, c'est l'évaluation par des stabilométries pour tout ce qui est équilibre pour les ataxies proprioceptives. Donc les stabilogrammes permettent de mesurer la surface d'oscillation avec un centre de gravité qui est normalement légèrement postérieur et médian. Et vous verrez qu'on fait l'évaluation d'équilibre en position debout, yeux ouverts, yeux fermés. En rapportant la surface yeux ouverts sur yeux fermés, on a le coefficient de Romberg. Et donc on voit si les patients sont visiodépendants, s'ils s'aggravent en fermant les yeux, ou ils ont un conflit visuel. Quand ils ne s'aggravent pas, au contraire, ils s'améliorent en fermant les yeux. Ça veut dire qu'il faut les envoyer voir l'ophtalmo pour faire le point sur les troubles visuels.
On travaille également l'évaluation en leurrant la proprioception, en mettant cette espèce de bande de mousse que vous voyez là, en bas. Donc on va leurrer leur proprioception. Les patients sont debout sur une plateforme de stabilométrie et on va leur mettre cette mousse-là. On va travailler yeux ouverts, yeux fermés, et on va mesurer le coefficient plantaire qui permet de voir s'ils sont propriodépendants ou pas. Donc ça, c'est des évaluations chiffrées. Avec la surface d'oscillation, on peut savoir s'ils ont progressé pendant le séjour ou pas. Ça, c'est des matériaux qu'on va avoir bientôt, je l'espère, et qui sont en commande pour l'année 2022. Voilà un peu la surface yeux fermés, yeux ouverts sur la mousse. On voit bien que les patients sont visiodépendants, donc il faut les travailler yeux ouverts, yeux fermés pour augmenter les afférences proprioceptives et visuelles. Nous allons vous présenter un travail innovant qui n'a jamais été, j'ai pas vu dans la littérature d'équivalent. En fait, on a pris 16 patients MH, donc maladie de Huntington, qui ont des troubles urinaires, et on les a explorés sur le plan aérodynamique, donc 9 femmes et 7 hommes, moyenne d'âge de 44,7. Ils présentaient, on leur a fait passer l'UPS, l'Urinary Profile Symptom, qui permet d'évaluer s'il y a une dysurie, une urgenturie, une polacurie, une dysurie, une urgenturie, et un troisième signe qui m'échappe. Et donc, on essaie de voir pourquoi ils ont des troubles urinaires. On fait un calendrier mixtionnaire, puis alors sur l'ensemble, il y a eu 14 sur 16 qui ont accepté un BUD. Les hommes sont un peu plus réticents parce qu'il y a le sondage. Le sondage, il est redouté. Puis surtout, ce n'est pas facile de faire un BUD chez un patient avec une maladie de Huntington parce que ce sont des mouvements anormaux, des mouvements choréiques qui bougent tout le temps. Parfois, ça peut entraîner une expulsion de la sonde. Donc, c'est des malades qui sont très difficiles à techniquer sur le plan urodynamique. Donc, sur cette étude, on a retrouvé 5 hyperactifs sur 16. Ce n'est pas beaucoup. Plutôt les hommes qui ont une pression permictionnelle élevée avec un risque uréonéphrologique, mais en général, les pressions restent dans des valeurs acceptables. Ce qu'on a remarqué, qui n'est pas décrit, c'est que 10 sur 14 ont une hypertonie urétrale, c'est-à-dire un tonus urétral qui est très élevé, qui est de l'ordre au maximum 159 pour une moyenne inférieure à 40. Donc c'est énorme, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Et donc, ils sont éligibles à un traitement par alpha-bloquant pour libérer les pressions. Et quand on regarde la courbe débimétrique, on voit bien pourquoi ils ont une hypertonie, parce qu'ils ont un obstacle lié à l'hypertonie du sphincter strié, avec une courbe de débimétrie qui est plate, allongée, dysurique, et qui dure très longtemps. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. Les patients hyperactifs, ils ont une contraction de détrusor qu'on voit au bout là-bas. Et en parallèle, dans la courbe verte, vous avez une relaxation du sphincter urétral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dysynergie. Il y a une coordination parfaite entre la vessie et l'urètre. Quand ils se contractent, on arrive à obtenir une miction complète, donc il n'y a pas de dysynergie. Alors que dans l'étude que j'ai vue dans la littérature, il parlait de dysynergie vésico-sphinctérienne. On en a un ou deux, mais c'était douteux. Là, vous avez une courbe plate, il n'y a pas d'hyperactivité. Vous voyez la courbe au-dessus, orange, c'est la courbe de la vessie. Là, c'est la courbe abdominale et là, c'est la courbe urétrale, l'inférieure, et la courbe de remplissage. Vous voyez la courbe du début à la fin jusqu'à 414 ml. Il n'y a aucune modification des paramètres systomanométriques. La profilométrie, quand on regarde un peu la pression dans la filière urétrale, on voit que la pression est très élevée. Là, on est à plus de 90 pour une normale à 40. On a fait plusieurs profils qui confirment bien qu'il existe une hypertonie urétrale et qui entraîne une dysurie, ce qui est un symptôme qui n'est pas reconnu par les patients. Les patients se plaignent plutôt d'urgenturie et quand on les voit sur le bilan aérodynamique, ils sont plutôt dysuriques. Donc, ça veut dire que ces patients sont éligibles à un traitement alpha-bloquant. Et pour ceux qui ont un syndrome clinique d'hyperactivité vésicale, dans la mesure où les pressions ne sont pas élevées, on leur propose l'Urostim, qui est une neuromodulation sacrée qui permet de réguler l'activité de la vessie à travers le centre mixtionnel sacré qui a la même origine que le nerf tibial postérieur au niveau de la racine S1. La revue de littérature sur cette question, nous observons 3 études. La première, c'est une étude slovène qui date de 2014 et qui retrouve sur 54 patients, seulement 12 ont bénéficié de bilan. Et sur les 12, on a combien? On a 54% qui sont hyperactifs, c'est-à-dire un peu plus de la moitié. Dysurique, on a 25% chez les hommes et 40% chez les femmes. Et sur le problème
Le dernier problème, l'incontinence urinaire, on en a 29 chez les hommes, 43. Donc, il y a d'autres anomalies que nous n'avons pas répertoriées et qui sont un peu différentes. Sur une autre étude qui a été publiée en 2021, elle montre qu'il y a les troubles urinaires anorectaux et génitosexuels sont fréquents. Les troubles urinaires sont au premier plan, ça représente à peu près 93% des patients. Les troubles intestinaux dans les 60%, les troubles anorectaux, les troubles sexuels 52%. Donc les trois troubles témoignent d'une atteinte neurovégétative et qui peut expliquer les dysfonctionnements neuro-urologiques qu'on observe dans la maladie de Huntington. Enfin, les troubles sexuels, une étude là-dessus et qui trouve effectivement des troubles sexuels qui ne sont pas nécessairement avoués par les patients et qui sont liés à une origine multifactorielle. Une baisse de testostéronémie a été constatée, une atteinte hypothalamique dans laquelle malheureusement interviennent la dépression et l'anxiété avec les antidépresseurs et anxiolytiques qui peuvent jouer sur les capacités érectiles et éjaculatoires. Voilà, je fais vite. Donc en conclusion, ce qu'on peut retenir dans ce travail et dans cette présentation qui est descriptive toutefois, mais ça nécessite un travail un peu plus approfondi à l'avenir dès qu'on a le matériel nécessaire pour faire des études plus scientifiques. Il faut travailler par objectif et en fonction du statut fonctionnel du patient. Un patient qui n'est pas marchand, on ne va pas le mettre debout et demander de marcher. Donc il faut travailler, travailler les transferts, il faut renforcer les transferts. Travail de transfert, l'équilibre, assurer la sécurité pour éviter des chutes. Beaucoup de patients s'aggravent à la suite d'une chute, ils développent une fracture, ils deviennent très dépendants. Donc il faut vraiment préserver le statut fonctionnel du patient. Deuxième élément, faire un bilan complet, neuro-orthopédique, articulaire, musculaire, évaluer tous les appareils cérébelleux, pyramidal, faire des échelles de mesure. Pour les problèmes d'équilibre, on fait le Berg, pour les cérébelleux, on fait le test de Sarah, pour les spastiques, on fait les tests de l'échelle de Penn ou l'échelle de Hell-Detardieu. Donc toutes ces échelles-là sont consignées à l'entrée et à la sortie pour voir s'il y a une progression ou pas. L'évaluation instrumentale qui manque encore, mais on espère l'avoir bientôt. Ce travail implique la collaboration de l'ensemble de l'équipe, kiné, ergo, psychomote, orthophoniste, aide-soignant, infirmière. C'est très important qu'il y ait une cohésion d'équipe. Et puis, le patient doit être acteur de ses soins. Et quand il vient en séjour, il part avec un cahier de route pour lui expliquer un peu ce qu'il faut faire dans l'avenir pour entretenir les acquis et ne pas perdre les bénéfices. Au bout de 3-4 semaines, on se retrouve au point de départ. Voilà, les patients attendent beaucoup du séjour à Hendaye. Ils attendent énormément. Ce n'est pas qu'un séjour de répit, malgré l'environnement géographique qui est très favorable. Bien sûr, il y a un répit pour le patient et pour la famille, mais c'est surtout et avant tout un séjour de rééducation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Deux choses, moi, toujours les présentations de Brigitte, un plaisir. Rappelez quand même que même si elle a beaucoup parlé de la PHP, il n'y a pas de sectarisme. Elle reçoit des patients de toute la France, nous lui en envoyons beaucoup d'Angers. Et voilà, donc c'est un centre de la PHP, mais qui n'est pas réservé aux patients parisiens. Donc voilà, absolument. Et puis, je vous remercie de l'intervention. Je ne sais pas pour les collègues qui suivent des patients Huntington, mais je pense je ne creusais pas forcément les aspects urinaires et troubles urinaires. Et je pense que la plupart des patients que vous voyez, personne ne s'en est préoccupé avant que vous vous en occupiez, y compris ceux suivis dans nos centres réputés. Oui, donc là, mais il y a probablement la totalité des patients ne pouvant pas passer à Hendaye et la spécialité quand même de la neuro-urologie étant quand même du domaine des MPR, ça serait bien qu'on voit peut-être comment vous pouvez nous aider, nous peut-être en amont, à être attentifs, à dépister, à faire probablement pas aussi bien que vous faites, nous dire quel patient doit-on envoyer en centre de MPR de proximité pour un bilan urodynamique complet. Enfin, je pense que là, on aurait besoin d'un retour de votre côté pour nous aider à être meilleurs en amont et qu'il n'y ait pas uniquement ceux qui arrivent chez vous qui commencent à être pris en charge. Est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques? Les problèmes urinaires, sexuels et intestinaux, ça relève de l'intime et tout dépend comment on présente les choses. C'est-à-dire si vous interrogez un patient devant un aéropage de 3-4 personnes, c'est sûr qu'il va vous dire tout va bien. Donc il faudrait le voir seul dans sa chambre, le mettre en confiance, lui dire voilà, si vous avez des difficultés,
il y a moyen d'améliorer, etc. C'est comme ça qu'on aborde. Mais beaucoup de patients occultent le problème parce que par pudeur, ils n'en parlent pas spontanément. Il faut savoir comment poser la question. Mais je pense, enfin, encore une fois, les collègues neurologues, on a l'habitude de voir très régulièrement en consultation des patients qui ont des scléroses en plaques, qui ont des lésions médulaires, qui ont des Strumpel-Lorrain, des paraparésies. On va systématiquement s'en préoccuper, être attentif et les envoyer. Moi, c'est vrai que sur les patients Huntington, ce n'était pas une préoccupation que j'allais chercher autant que dans des pathologies franchement médulaires.